À votre avis, combien de pourcents des océans ont été explorés à ce jour? Seulement 5%, le reste est inconnu pour l'homme. Pour pallier ce problème, le dimanche 28 avril 2019 dans l'océan Pacifique, Victor Vescovo s'apprête à tenter l'exploit de descendre au plus profond de la fosse des Mariannes. À bord du sous-marin DSV Limiting Factor, il va tenter d'atteindre les 10 927 mètres de fond. À ces profondeurs extrêmes où moins d'hommes sont allés que d'astronautes ont marché sur la Lune, absolument rien ne différencie l'endroit avec l'espace. Pas un seul bruit, pas un seul mouvement, pas un souffle d'air, sauf que Victor, accompagné d'un scientifique, vont faire une découverte glaçante qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais avant qu'on descende aussi bas, on va remonter au niveau 0. Là où vous êtes sans doute actuellement, vous pensez quand même pas que j'allais vous envoyer au fond sans aucune préparation quand même. Oh que non, parce que la plongée c'est tout sauf un jeu. Et avant d'atteindre de telles profondeurs, l'homme en a bavé pendant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, on va retracer cette immense quête de la profondeur qui a connu tellement de tragédies mais aussi de succès. On passera de zone en zone et au début de chaque nouvelle partie, je vous raconterai comment l'homme a réussi l'exploit de s'y rendre pour la toute première fois. Puis les histoires tragiques qui se sont produites dans chaque zone des profondeurs. Vous êtes sur Twilo, installez-vous bien confortablement, il est plus que grand temps de remplir les ballasts. Plus on va descendre profond dans ce terrier de lapin, plus nos découvertes vont être de plus en plus folles. Bienvenue dans la zone épipélagique supérieure. C'est la partie la plus connue de tous, vous y croiserez la grande majorité de toutes les espèces d'animaux marins présents sur Terre. À cette profondeur, les rayons de soleil éclairent encore abondamment cette première couche d'eau, et ça va peut-être vous étonner, mais les premières vraies tentatives d'exploration sous-marine remontent seulement à 1715, quand John Leybridge va développer un tonneau de plongée capable de descendre 30 minutes à 18 mètres de fond. Au fil des siècles, de nombreuses avancées ont fait surface, même si la recherche était déjà bien ralentie. Pour la simple et bonne raison que l'homme n'avait à ce moment-là aucun besoin d'aller faire mumuse avec ce qu'il y avait dans les fonds marins. On savait juste qu'il restait trop longtemps, c'était très dangereux, c'est tout. Notamment avec l'exemple tragique de l'île de Kalymos, surnommée aussi l'île aux veuves. Et vous allez voir que c'est pour une très bonne raison. En effet, les eaux autour de cette île étaient très riches en éponges et les Grecs ont commencé à développer un commerce de revente d'éponges de mer. Cela impliquait de plonger pour aller en chercher et évidemment, les éponges les plus rares étaient souvent celles qui étaient le plus profond. Malheureusement, dans cette quête de ressources, beaucoup d'hommes y ont laissé la vie. À tel point que l'île elle-même s'est fait renommer l'île aux veuves, du fait que les marins ne rentraient quasiment jamais au village. L'humanité va enfin manifester un vrai intérêt pour la plongée que dans les années 1940. Oui, c'est très récent. Et cet engouement vient du fait que les recherches scientifiques ont permis de découvrir, au large des côtes, l'existence de gisements de pétrole à exploiter. Après 2 guerres mondiales et un besoin pressant de refaire partir l'économie, les États vont investir beaucoup dans l'exploration sous-marine afin de mieux comprendre ce qui se trame sous les vagues et aussi de voir comment réagit le corps humain à la profondeur. Tout ça, vous l'avez compris, dans le seul but de chercher du pétrole. Mais ce n'est pas parce que vous êtes à seulement 50 mètres de fond qu'il faut sous-estimer la mer, car cette zone baignée de lumière que certains d'entre nous ont déjà pu explorer lors de plongées de loisirs peut déjà s'avérer très dangereuse. En effet, à partir de 30 mètres, on considère qu'on est déjà dans une zone à risque pour les plus sensibles. Et à partir de 40 mètres, la zone est à risque pour tous les plongeurs, selon le système international. C'est à cette profondeur qu'on passe d'une plongée récréative à une plongée technique. Mais vous allez voir que certains humains ont plus qu'ignoré tous ces avertissements. Chaque année, de nombreux accidents plus ou moins graves se produisent à de faibles profondeurs. C'est même la grande majorité d'entre eux d'ailleurs. Je pense que le plus marquant, même s'il ne s'agit pas de plongée récréative, reste pourtant assez méconnu de tous. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, un navire de guerre transportant à son bord 6000 tonnes d'explosifs a coulé dans la Tamise. Et depuis, il est juste bloqué là, sur un banc de sable. Si les munitions venaient à exploser, ça deviendrait la plus grande explosion non nucléaire au monde, pouvant littéralement créer une vague si énorme qu'elle pourrait atteindre Londres sans aucun problème. Et si le gouvernement anglais ne souhaite pas désamorcer les explosifs, c'est tout simplement car le risque de vider le bateau est beaucoup plus élevé que juste rien faire. Mais vous allez voir que plus on va descendre, plus l'océan va vous dévoiler des secrets encore plus fous. Nous sommes toujours dans la zone épipélagique, mais dans sa partie inférieure. Et toujours aussi étonnant que ça puisse paraître, l'homme n'a pas mis 100, 150, mais bien 289 années pour passer de 18 mètres à 64 mètres de fond. Nous sommes en 1904 et on vient tout juste de passer la barre des moins 50 mètres. Dites-vous qu'en 1904, c'est les débuts de la radio, l'arrivée de la machine à écrire, et on a même des avions. Mais sous l'eau, on s'arrête que à 64 mètres. Bon, et en plus ça ne compte pas vraiment car c'était 64 mètres de longueur à l'horizontale et sans respirer. C'est vraiment claqué comme record, mais après ils ont une bonne excuse. Elle porte d'ailleurs un nom assez drôle, il s'agit de la loi du martini. Oui, c'est pas une blague.
Quand on descend avec des bouteilles qui contiennent l'air que vous respirez à la surface, l'air ambiant, donc 20% d'oxygène et 79% d'azote, le corps ressent pour chaque 15 mètres un sentiment d'alcoolémie croissant. Pour 30 mètres, c'est l'équivalent de 2 martinis. Pour 45 mètres, 3, 60 mètres, 4 martinis et ainsi de suite. Sauf que vous n'allez pas être que bourré parce qu'au-delà d'une certaine profondeur, cette toxicité à l'oxygène peut carrément devenir mortelle. Le problème, c'est que même si on équilibre le mélange en mettant par exemple plus d'azote et moins d'oxygène dans les bouteilles, on a aussi des effets négatifs qu'on appelle la narcose à l'azote. Cela provoque des vertiges, des troubles de la vision, une coordination et un temps de réaction réduit. Vous pouvez aussi avoir de l'euphorie ou de l'anxiété, ça dépend des cas, et il y a encore une tonne de symptômes tout aussi charmants. C'est bien pour cette raison qu'on ne descendait pas plus bas, car à chaque fois, ça finissait en tragédie. Jusqu'en 1924, cet homme, c'est un chercheur américain du nom de George Foodbound, et il s'apprête à chambouler le monde de la plongée à tout jamais. Il va ajouter en plus de l'oxygène et de l'azote dans les bouteilles, de l'hélium. Oui, vous savez, c'est le gaz qui donne une voix un peu débile là comme ça. Mais ça reste un gaz rare, donc très cher, qui va permettre de faire baisser la toxicité des mélanges grâce à des teneurs en azote et en oxygène bien plus faibles. Il va permettre d'éclater la barre en atteignant les 190 mètres de fond. Pour vous dire, on a quand même mis des siècles pour gratter quelques mètres à cause de la loi du Martini, et là, d'un coup, en seulement quelques années, bam, 190 mètres. Cette révolution ne présage que du bon pour la suite. La théorie se vérifie et les recherches sont claires. Le problème qui empêche de descendre encore plus profond, c'est bien le gaz inhalé lors de la descente. Alors tout le monde va se pencher sur le sujet, pour essayer de trouver le mélange parfait, la bonne préparation, la recette parfaite qui permettra de descendre le plus profond possible. Aujourd'hui, la zone entre 50 et 200 mètres de fond est surtout utilisée par un certain type de plongeurs, ceux qu'on appelle les plongeurs en saturation. Des plongeurs professionnels et ce sont souvent les meilleurs. Mais alors, la plongée en saturation, c'est quoi? Lorsque vous êtes sous l'eau, vos poumons se remplissent d'air, car l'air que vous aspirez est dit sous pression. Au bout de quelques temps, votre corps s'habitue et de l'azote saturé infiltre vos tissus. Cela vous empêche de remonter à la surface directement sans faire de palier de décompression, car sinon les bulles d'azote dans votre sang pourraient remonter trop vite au cerveau et créer de graves problèmes. Croyez-moi, respectez les paliers si vous voulez pas que votre sang se transforme en bulle de champagne. Mais pour les plongeurs qui travaillent 8 heures à de grandes profondeurs, ils ne peuvent pas faire des paliers à chaque fois, ça leur prendrait juste beaucoup trop de temps. Et oui, sur le contrat de travail, il y a 36 heures, pas 70. Alors, on a trouvé une solution. On va les compresser. Oui, ça peut faire bizarre dit comme ça, mais en réalité c'est simple, on va juste les enfermer pendant toute la durée de leur mission dans un endroit pressurisé. Une vraie petite station, soit à bord d'un bateau, soit directement sur une station pétrolière offshore. Franchement, ils sont bien, l'équipage manque de rien du tout. Il y a des douches, la télé, des toilettes, tout le nécessaire. Et quand il s'agit d'aller au boulot, leur seul moyen de transport à eux, c'est une cloche, qui mise sur une grue les descendra à la profondeur désirée pour y faire des travaux d'entretien. Petit changement en plus, ils n'ont pas de bouteille d'air car contrairement à des plongeurs classiques, ils sont reliés directement à la cloche par une sorte de gros cordon ombilical, qui leur apporte tout le nécessaire, oxygène évidemment, électricité et radio avec le bateau. Ce cordon, c'est vraiment ce qui les rattache à la vie. Pour vous dire, ils ont même de l'eau chaude, après c'est plus une nécessité qu'un luxe. Car à 100 mètres de fond en pleine mer du Nord, l'eau est souvent aux alentours des 2 degrés. Ok, on est le 18 septembre 2012, Chris Lemons et Dave Ouassa sont placés dans la cloche. Un autre homme restera dedans pour aider l'opération, c'est Duncan. Il sera en lien avec un superviseur de plongée qui lui est à bord du bateau. Son rôle est plus que crucial, il doit surveiller que l'embarcation et donc la cloche restent bien au-dessus du collecteur à pétrole pendant toute la durée de l'opération. Heureusement pour lui, il n'a pas à le faire manuellement, un système GPS contrôle le moteur central et les latéraux du bateau pour le garder en place au-dessus de la zone. Pendant ce temps, Chris et Dave ont déjà commencé leur longue journée de travail. Éclairés par la seule lueur de leur lampe frontale, ils travaillent sans relâche entre soudure et remplacement de pièces. Ils ne s'arrêtent pas pendant plus de 2 heures. Sauf que d'un coup, dans la salle de supervision des plongées du bateau, une série d'alarmes stridentes retentit. Le navire dérive. Le personnel de bord est sous le choc, le système de GPS vient juste de planter. Heureusement, les plongeurs vont directement être avertis de l'énorme accident qui est en train de se produire. Lâchez tout et remontez le plus vite possible dans la cloche. Car celle-ci est déjà en train de dériver, sauf que grâce à leur cordon, ils savent dans quel sens aller pour remonter et se mettre à l'abri. Soudain, pendant leur ascension du collecteur, le cordon de Chris va se coincer. Le bateau, lui, continue à dériver et arrache le cordon. D'un coup, tout s'arrête pour Chris. Dave se retrouve alors devant un choix horrible que personne ne souhaite prendre un jour dans sa vie, sauver sa propre vie ou celle de son ami. Malheureusement, le temps presse et il abandonne Chris pour regagner la cloche. Chris Lemon, sous le choc, essaye de reprendre ses esprits. Il est dans le noir complet, le froid saisit ses membres, toutes les communications sont coupées et le pire, il n'a plus d'oxygène. Heureusement pour lui, il ouvre une petite bouteille de secours lui procurant 5 minutes supplémentaires en cas de problème grave. Il rassemble toutes ses dernières forces et continue son ascension sur le collecteur immense. Une fois arrivé sur le toit, il cherche la lumière de la cloche, d'habitude si facile à repérer, en vain. Dans sa bouteille, il ne reste quasiment plus d'air, son corps commence à refroidir dangereusement, il ferme les yeux et attend la mort.
Sur le bateau, l'ambiance est bien différente. Tout le monde s'active, on essaye même de refaire marcher le système GPS, de basculer en manuel, on envoie même un robot sous-marin vers Dave. Celui-ci fonce à toute allure vers le collecteur et après quelques minutes dans le noir complet, enfin, il le voit. Mais ça ne sent pas bon du tout. Chris est tout seul en train de convulser au milieu des ténèbres. Cela fait déjà 28 minutes qu'il est privé d'oxygène. Il faudra 8 minutes de plus pour repositionner la cloche au-dessus du toit. Dave viendra alors secourir son ami en nageant sans palme comme il le peut pour remonter Chris à la cloche. Chris sera sauvé après avoir passé 30 minutes sans oxygène par 100 mètres de fond, dans cette eau plus que glacée. C'est juste un miraculé. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour beaucoup de plongeurs en saturation. Comme pour cet accident sur la plateforme Dolphin en mer du Nord, dont je parle d'ailleurs plus en détail dans cette vidéo sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Nous changeons à présent de partie, et bienvenue dans la zone mésopélagique. Les 200 mètres de fond marquent le début de cette partie mythique de l'océan. Les choses sérieuses commencent enfin. C'est la zone privilégiée par les sous-marins militaires, qui adorent s'y cacher. En effet, au-delà de 200 mètres, ils sont trop détectables, et au-delà de 1000 mètres, la pression devient trop forte pour ces engins de guerre. Mais alors, est-ce qu'un humain peut descendre à ces profondeurs où normalement il n'y a que poissons et sous-marins? Parce que naturellement, c'est normal de se dire que descendre aussi profond, ça risque d'être extrêmement dangereux. Cette barre mythique des 200 mètres de fond a été pendant des années et des années le fantasme d'Herbernich. Cet homme, aujourd'hui 33 fois recordman de plongée en no limit. Oui, 33 fois, le mec est imbattable sur son terrain. Vous savez, le no limit, c'est ce type de plongée qu'on a tous découvert dans le Grand Bleu, où le plongeur est tiré le plus rapidement possible vers le fond avec une gueuse, avant de remonter avec un équipement gonflable tout aussi rapidement. Tout ça en étant évidemment en apnée. Aller aussi vite lui permet d'éviter les paliers de décompression et perso, je trouve que ça reste quand même impressionnant de voir un humain se transformer en torpille. Et notre Albert a atteint cette profondeur de 214 mètres en 2007, établissant ainsi le nouveau record de la discipline. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'en descendant comme ça, il a failli y passer. Et c'est pour ces raisons que le no limit est interdit en compétition. Mais ce qui n'est pas interdit, c'est d'aller le plus profond équipé de bouteilles. Le record est d'ailleurs détenu par Ahmed Gaber à 332,5 mètres. Juste en dessous, à 330 mètres, on a notre bon français Pascal Barnabé, mais ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Car pour atteindre ces profondeurs folles, beaucoup de sacrifices ont dû être faits. Quand je veux parler de sacrifices, je veux parler de la mort d'un bon nombre de plongeurs voulant s'aventurer à des profondeurs aussi extrêmes. C'est le cas de Dave Shaw, qui est décédé en essayant de récupérer le corps d'un autre plongeur à 270 mètres de fond, dans la grotte de Bosmansgat en Afrique du Sud. L'épuisement et le stress liés à la profondeur ont eu raison de lui. Sheikh Exler, un pionnier de la plongée en grotte, est mort en essayant de descendre à plus de 300 mètres. Les causes exactes de sa mort ne sont pas encore très claires, mais on suspecte un essoufflement dû au dioxyde de carbone. Plonger à ces profondeurs plus qu'extrêmes est tout sauf un jeu. Ceux qui descendent en grotte ont 100 kg de matériel avec eux. Comme c'est le cas de Xavier Meniscus, un plongeur français, qui a réussi à atteindre la barre des 312 mètres en grotte. Un record du monde comme ça, dans le plus grand des calmes. Et entre 200 et 1000 mètres, on retrouve un lac souterrain formé dans un cratère, mais l'homme n'a jamais pu s'y aventurer, et pour une bonne raison. Le lac du désespoir se situe à 1000 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique. Il est donc à la toute fin de la zone mésopélagique. Son nom illustre parfaitement bien la dangerosité de cet endroit. Les seuls êtres vivants qui y survivent sont des éponges de mer, quelques bactéries et des crevettes, rien de plus. Ce qui empêche toute forme de vie de s'y développer, ce sont les fortes teneurs en méthane, la chaleur de l'eau anormalement élevée, mais surtout la teneur en sel qui est 5 fois supérieure à la moyenne. Ce lac est un énorme danger pour la faune marine, qui n'arrive pas toujours à faire la différence entre le lac et le reste de l'océan et peut parfois y laisser la vie. Mais pas besoin de descendre aussi profond pour être en danger. Dites-vous bien qu'à 500 mètres, ça devient tellement profond que même les dauphins ne s'aventurent pas plus loin. Et ils ont bien raison, car ce qui arrive s'annonce de plus en plus troublant. Nous arrivons à présent dans la zone de minuit, aussi appelée zone bathypélagique. Là clairement, on vient de franchir un gap, cette profondeur marque une limite à l'exploration humaine, et on ne sait en réalité pas grand chose de ce qu'il y a en dessous des 1000 mètres. En effet, à ce niveau-là, il n'y a plus d'éclairage du tout, le soleil n'atteint jamais cette zone, même dans les eaux les plus claires du monde, ce qui fait chuter les températures de l'eau entre 2 à 4 degrés. Vous imaginez donc bien que les êtres évoluant à ces profondeurs sont adaptés à un environnement extrême. Deux d'entre eux sont d'ailleurs très connus pour se livrer des duels sans merci. Je parle bien du calamar géant et du cachalot. Toutefois, ces légendes des mers ne dépassent rarement les 2000 mètres. Là où ça reste le terrain de chasse de la baleine à bec de Cuvier par exemple, qui arrive à bien supporter ces pressions en allant chercher dans son garde-manger jusqu'à 3000 mètres de fond. Dans cette zone repose l'épave du Titanic, à exactement 3800 mètres de fond. Beaucoup de plongées ont été réalisées pour reconstituer le naufrage au plus proche de ce qui s'était passé, notamment pour recréer la scène de naufrage dans le film de James Cameron. Malheureusement, cette épave mythique se fait consumer par des bactéries, la pression de l'eau, les courants et le sel marin. Dans 20 à 50 ans, il ne restera, selon les experts, absolument plus rien de ce bateau légendaire. Mais pas besoin d'aller à l'autre bout de l'Atlantique pour tomber sur des épaves mythiques. Car à seulement 30 km de la ville de Toulon en France, repose l'épave non pas d'un bateau mais bien d'un sous-marin français. Remontons un peu dans le temps pour mieux comprendre cette tragédie.
Nous sommes le 27 janvier 1968, le sous-marin La Minerve part alors pour un exercice en Méditerranée avec 52 membres à bord. Le bâtiment ne rentrera jamais. Pendant des décennies, cette tragédie restera un mystère pour toute la France. En même temps, imaginez-vous voir votre mari partir en mer le matin et ne jamais le voir revenir sans absolument aucune explication. Car c'est seulement 51 années plus tard que l'épave a enfin été retrouvée. Celle-ci repose par 2370 mètres de fond. Bien que les causes exactes du naufrage restent incertaines, des hypothèses suggèrent une défaillance technique ou une collision avec un autre navire. Mais la vérité n'a jamais été établie à ce jour. Cette épave menace aussi de disparaître au fil du temps. En même temps, dites-vous bien que la pression est tellement élevée à 2370 mètres que c'est comme si vous aviez 488 éléphants de 5000 kg posés juste au-dessus de votre tête. Pour ceux qui se posaient la question de pourquoi à partir d'une certaine profondeur il faut prendre un sous-marin spécial, vous avez la réponse. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire pour atteindre la 4e zone. Bienvenue dans la zone abyssale. Pas mal comme nom, non? Et elle le porte d'ailleurs très bien, cette profondeur agit comme un filtre pour la vie. Ici, pas question de croiser des mammifères, mais vous aurez quand même l'immense honneur de croiser des crevettes, des bactéries ou des poissons des abysses tout gluants. Les premiers explorateurs humains à atteindre la zone abyssale sont Jacques Piccard et Don Walsh, qui sont descendus dans la fosse des Mariannes en 1960 à bord du bathyscaphe Trieste. Mais on reviendra sur ça un peu plus tard, quand on sera un peu plus profond. Pour le moment, laissez-moi vous raconter les histoires tragiques dans le coin. Les histoires tragiques entre 4 et 6 mm sont très rares, car c'est tout simplement proportionnel avec le très faible nombre d'humains qui sont allés à ces profondeurs. Mais on peut tout de même parler d'un événement dont on a tous entendu parler, l'explosion du Titan. Eh bien, on connaît à présent les causes de l'accident. Oui, vous savez, ce sous-marin à millionnaire piloté par une manette de Xbox, qui devait aller rendre visite à l'épave du Titanic. Et bien maintenant, l'épave repose à 3800 mètres de fond, ironiquement juste à côté de celle du Titanic. Et oui, je triche un peu de 200 mètres pour la faire entrer dans la zone abyssale, mais l'histoire et les causes de l'accident sont tellement intéressantes qu'il fallait que je vous en parle. Le Titan est un petit submersible, fabriqué par la compagnie d'expédition sous-marine Ocean Gate. Son but, emmener quelques privilégiés, ou non, visiter l'épave mythique du Titanic. Le billet s'élève à 250 000 $. Pendant 2 ans, le submersible a enchaîné les visites sans aucun problème jusqu'au 18 juin 2023. Il embarque 4 visiteurs, dont un Français, plus un pilote. 1h45 après le début de la plongée, le contact avec le submersible sera perdu, à jamais. L'affaire devient mondiale en quelques heures, faisant la une de tous les JT. En effet, le Titan n'a plus que 96 heures d'oxygène disponible. Tous les navires pouvant venir en renfort sont déroutés pour venir aider. On sonde de partout avec des robots, mais le 22 juin 2023, des débris sont remontés. Le constat est alors fait, le Titan aurait implosé, l'explosion allant de l'extérieur vers l'intérieur. Oui, mais alors quelles sont les raisons? Il y en a plusieurs, c'est pas pour rien que le rapport d'enquête fait 270 pages, rien que ça. Mais les points les plus importants sont, sans aucun doute, la cupidité de l'ex-PDG de Ocean Gate, Stockton Rush. Celui-ci enchaînait les plongées en gardant le moins de contrôle possible de son appareil. Pour vous dire, il ne l'a même pas fait homologuer, car cela aurait directement entraîné l'arrêt de son activité très lucrative, rapportant 1 million par plongée. C'est absolument énorme et Stockton émet tellement l'argent qu'il n'a même pas investi pour son sous-marin dans une balise, ni dans une radio, ni dans une boîte noire. Le Titan était très mal conservé, dehors à la merci des intempéries ou dans un hangar douteux. Enfin, rien de bon, les matériaux fragilisés avec le temps ont juste rendu l'âme sous les colossales 350 bars de pression qui étaient exercés sur la paroi, emportant ironiquement le PDG dans la tragédie qui remplaçait un pilote qui avait justement démissionné quelques temps avant car il considérait prendre trop de risques dans ses plongées. Bon, on descend encore? Parce que là, à vrai dire, on n'a jamais été aussi proche de notre but, le fond de la fosse des Mariannes. Alors, à ce niveau-là, autant vous dire que très peu d'humains sur Terre sont allés aussi bas. À vrai dire, seulement 7 personnes ont atteint le fond de la fosse des Mariannes. Sauf si on compte les hommes du bateau d'escorte USS Samuel. Ce bateau a coulé pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'une des batailles navales les plus importantes de l'histoire contre la flotte japonaise. Son épave repose au large des Philippines à 7000 mètres de fond, soit 2 fois plus que celle du Titanic, et a emporté 89 Américains en sombrant, sur les 224 membres d'équipage au total. C'est l'épave la plus profonde jamais retrouvée par l'homme. Heureusement pour eux, tous les humains qui ont atteint cette profondeur démesurée étaient tous bien morts depuis longtemps. Mais maintenant, si on prend un sous-marin et qu'on décide d'y aller volontairement, quel danger on risque de rencontrer? Beaucoup. En même temps, un seul problème et vous êtes écrasé en une fraction de seconde. Vous n'avez même pas le temps de voir la mort arriver que vous êtes déjà au ciel. Par exemple, mettons qu'il y a un trou. Là où dans l'espace ça se répare avec un peu de chewing-gum, le temps de colmater la brèche, une mini fissure de rien du tout, à cette profondeur ferait éclater le sous-marin en une fraction de seconde. Une mauvaise manip, et c'est la fin. C'est d'ailleurs ce qui est presque arrivé à la première expédition qui a tenté de descendre aussi profond. Nous sommes en 1960 et embarquons dans le bathyscaphe, le Trieste, avec Jacques Piccard et Don Walsh. La plongée est juste vertigineuse, au même niveau que les risques qu'endurent les deux hommes. Les attentes sont tout aussi élevées. En plus d'être médiatisé, l'événement est sponsorisé par Rolex, qui ont créé une montre Deep Sea spécialement pour l'occasion. Mais malgré tout ça, pendant la descente, je vais pas vous mentir, les deux aventuriers, ils se font chier.
Mais vraiment, il se passe rien, c'est monotone. Ils en sont déjà aux 2/3 de la descente, sauf que d'un coup, un énorme bruit d'explosion va se faire entendre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit plus tôt, une micro-fissure et c'est ciao. Les deux amis apprendront plus tard qu'il ne s'agissait que d'un morceau de plexiglas qui avait cédé à cause de la pression et qu'ils ont eu de la chance. La plongée du Trieste a représenté bien plus qu'un record. En accomplissant cette mission, Don Walsh et Jacques Piccard ont en effet ouvert une fenêtre sur le monde des abysses, que la plupart des chercheurs considéraient jusqu'alors comme dénués de toute forme de vie. En effet, une fois arrivés au fond, ils ont observé une multitude de poissons qui n'avaient jamais été explorés sur Terre. Imaginez-vous un instant avoir le privilège d'être le tout premier humain à découvrir une espèce, surtout au XXe siècle. Et cette curiosité, elle a attiré quelqu'un que vous connaissez sûrement. Et j'ai même au moins la certitude que vous connaissez son travail. Je parle bien de James Cameron, le réalisateur de Titanic, pour ne citer que ce film. C'est le 3e homme à être descendu dans la fosse des Mariannes, puis dans Challenger Deep, l'endroit le plus inaccessible du globe. Et ça, bien longtemps après Jack et Don Walsh, 52 ans après. Il est descendu avec ça. Oui, il y avait bien un humain tout seul dans cet engin, tout en longueur, appelé le Deep Sea Challenger. James a passé 3 heures seul au plus profond du Pacifique à récolter des clichés et des vidéos, et à prélever quelques sédiments de ce monde qui nous est si lointain et pourtant si proche. Mais là où l'exploration de la fosse des Mariannes aurait pu se terminer ici, ou attendre d'autres explorations pendant 50 ans, un homme, Victor Vescovo, va changer le destin de la plongée en eau ultra profonde à jamais. À vrai dire, je sais que j'ai pas été très poli en intro, je suis passé très rapidement sur les présentations, alors que pourtant, il y en a des choses à dire sur ce bonhomme. Il est riche, très riche même, car il a revendu sa boîte de fonds d'investissement afin d'enfin vivre son rêve. Secourir et explorer les fonds marins. Il a déjà pu plonger dans tous les endroits les plus profonds du globe lors de son expédition 5 Deeps. Nous sommes à présent en 2019 et il est devenu la première personne sur Terre à avoir atteint les profondeurs les plus extrêmes de tous les océans, y compris le point le plus profond jamais exploré dans la fosse des Mariannes à environ 10 920 mètres sous la surface. D'ailleurs, il vient d'atterrir dans cet amas de poussière. En réalité, ce n'est pas vraiment ça, il s'agit de neige des abysses. Sauf qu'en explorant la zone, il va tomber sur quelque chose qui va le choquer à vie. Cet amas de pixels sur votre écran, ce n'est pas qu'un simple sac en plastique trouvé dans l'endroit le plus inaccessible du globe. C'est la précieuse récompense que donne la planète à l'homme pour avoir réussi à atteindre cet endroit après des siècles d'efforts. Et j'espère que ce trophée est à votre goût, car à vrai dire ce n'est que le début d'une longue série de coupes et de médailles qui nous attend. On aura beau chercher à toujours explorer, n'oublions pas l'essentiel, nous n'avons qu'une seule planète, alors préservons-la car au final, c'est toujours elle qui gagnera. La quête ultra mortelle de la profondeur, c'est surtout et avant tout celle qu'on fait subir à nos océans. Bon, je sais que c'est pas facile d'enchaîner après un message comme ça, mais bon, fallait que je fasse le face reveal dans tous les cas. Me voilà à visage découvert pour cette nouvelle année, pour tous ces projets IRL. Je vous en dis plus dans un instant. En attendant, tous ceux qui sont abonnés, je prends direct les bonnes habitudes. On s'abonne, les gars, on s'abonne au YouTube et on s'abonne au Instagram. Voilà. Il y a plein de projets qui arrivent. Ça serait dommage de rater ça quand même. Bref, maintenant, pourquoi j'ai envie de faire un face reveal? C'est très simple. J'ai envie de faire un face reveal pour faire des projets plus IRL, pour vous montrer des trucs, pour faire des suivis d'athlètes, pour faire des reportages, et même pour faire des challenges sportifs que moi je pourrais faire et je vous emmène avec moi et on va les faire, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses, ça va être incroyable et d'où la nécessité du face reveal. En plus, la prochaine vidéo, il y avait besoin du face reveal dans tous les cas, donc autant le faire maintenant. En tout cas, merci à tous de me suivre sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir, vous êtes là depuis le début et ça me touche vraiment. On va continuer comme ça, on a posé les bases en 2024 et en 2025, on va créer de grandes choses tous ensemble et ça j'en suis sûr et certain. J'ai hâte de vous dévoiler tout ce qui était prévu. En attendant, prenez soin de vous, c'était Swahilo. Ciao.